15e chapitre. L'enclave a disparu. Longtemps Targ marcha dans la pénombre. Toutes ses pensées étaient éparses. Une joie démesurée emplissait sa chair. Lorsqu'il revint à lui, il songea. Il n'y a provisoirement rien à faire. Pour atteindre l'eau mystérieuse, il faut découvrir quelque issue ailleurs qu'au fond du gouffre, ou se frayer un passage. C'est une question de temps ou une question de travail. Dans la première conjoncture, la présence d'Arva serait infiniment utile. Dans la seconde, il faudrait rejoindre l'équatorial des dunes et ramener les appareils nécessaires pour capter l'énergie et fendre les granites. Tout en faisant ces réflexions, le jeune homme avait appareillé. Bientôt, le planeur décrivit les courbes hélicoïdales qui devaient le ramener à la surface. En 2 minutes, il sortait du gouffre et tout de suite, le veilleur, orientant son ondifère mobile, lança un appel. Rien ne répondit. Étonné, il darda des ondes plus intenses. Le récepteur demeura muet. Une légère anxiété saisit Targ. Il lança l'appel circulaire qui, successivement, attaquait toutes les directions. Et comme le silence persistait, il commença à craindre quelques circonstances désagréables. 3 hypothèses se présentaient. Un accident était survenu, ou Arva avait quitté le refuge, ou, enfin, elle s'était endormie. Avant de lancer un dernier appel, l'explorateur détermina sa position actuelle avec une exactitude minutieuse. Ensuite, il donna aux ondes leur maximum d'intensité. Elles allaient ébranler les conques réceptrices avec une telle force que, même endormie, Arva devrait les entendre. Cette fois encore, l'étendue ne fit aucune réponse. La jeune femme avait-elle décidément quitté le refuge? Certes, elle ne s'y était pas résolue sans cause grave. De toute manière, il fallait la rejoindre. Déjà, il se rembarquait et filait à toute vitesse. En moins de 3 heures, il franchit 1000 kilomètres. Le relais se précisait dans l'oculaire de la lunette aérienne. Il était désert. Et tout autour, Targ n'apercevait personne. Arva s'était donc éloignée. Mais où? Mais pourquoi? Elle ne devait pas être loin, car son planeur demeurait à l'ancre. Les dernières minutes furent d'une longueur intolérable. Il semblait que le véloce esquif n'avançât plus. Une buée couvrait les yeux du jeune homme. Enfin le refuge fut là. Targ l'aborda par le milieu, accrocha l'appareil et se précipita. Une plainte jaillit de sa poitrine. De l'autre côté de la route, contre le talus vertical, ce qui l'avait rendu invisible, gisait Arva. Elle était aussi pâle que la femme qui, naguère aux terres rouges, avait succombé à l'euthanasie. Targ vit avec horreur un grouillement de ferromagnétos, des tertiaires de la plus grande taille se presser autour d'elle. En 2 gestes, Targ accrocha son échelle d'Arcom, puis, descendant auprès de la jeune femme, il la prit sur son épaule et remonta. Elle n'avait pas remué. Sa chair était inerte, et Targ, agenouillé, essaya de surprendre la palpitation du cœur. En vain. La mystérieuse énergie qui rythme l'existence semblait évanouie. Avec tremblement, le veilleur posa l'hygroscope sur les lèvres de la jeune femme. Le délicat instrument décela ce que Louis n'avait pu découvrir. Arva n'était pas morte. Mais son évanouissement était si profond, sa faiblesse si grande, qu'elle pouvait mourir d'une seconde à l'autre. La cause du mal apparaissait évidente. Elle était due, sinon uniquement, du moins pour la plus large part, à l'action des ferromagnétos. La singulière pâleur d'Arva
annonçait une excessive déperdition d'hémoglobine. Heureusement, Targ ne voyageait jamais sans emporter les instruments, les stimulants et les remèdes traditionnels. Il injecta à quelques minutes de distance 2 doses d'un cordial puissant. Le cœur se remit à battre, quoique avec une extrême faiblesse. Les lèvres d'Arva murmurèrent « Les enfants, la terre ». Puis elle tomba dans un sommeil que Targ savait ne pouvoir ni ne devoir combattre, sommeil fatal et salutaire pendant lequel, de 3 heures en 3 heures, il injecterait quelques milligrammes de fer organique. Et il faudrait 22 heures au moins avant qu'Arva supportât un court réveil. N'importe, la plus lourde inquiétude avait disparu. Le veilleur, connaissant la santé parfaite de sa sœur, ne craignait aucune suite redoutable. Toutefois, il restait nerveux. L'événement, en somme, ne s'expliquait point. Pourquoi Arva gisait-elle au bas du talus? Avait-elle, elle, si vigilante et si adroite, fait une chute? C'était possible, non probable. Que faire? Demeurer ici jusqu'à ce qu'elle eût repris ses forces? Il faudrait au moins 2 semaines pour la rétablir complètement. Mieux valait repartir pour l'équatorial des dunes. Rien ne pressait, au fond. L'aventure que poursuivait Targ n'était pas de celle dont l'issue dépend de quelques journées. Il se dirigea vers le grand planétaire et déchaîna les ondes d'appel. Comme là-bas, au sortir du gouffre, il ne reçut aucune réponse. Tout de suite, une émotion terrible l'agita. Il répéta les signaux, il leur donna le maximum d'intensité, et il devint manifeste qu'Héret et les enfants étaient, pour quelque cause énigmatique, ou dans l'impossibilité d'entendre, ou dans l'incapacité de répondre. Les 2 termes de l'alternative étaient également menaçants. Des liens sûrs existaient entre l'accident d'Arva et le silence du planétaire. Une crainte intolérable rongeait la poitrine du jeune homme. Les jarrets tremblants et contraint de s'appuyer contre le support du grand planétaire, il fut incapable de prendre une décision. Enfin, il se détacha, morne et résolu, examina avec une attention anxieuse tous les organes de son planeur, assujettit Arva sur le plus grand des sièges et prit son vol. Ce fut un voyage lamentable. Il ne fit qu'une seule halte vers le crépuscule pour tenter encore un appel. Rien n'ayant répondu, il enveloppa étroitement Arva dans une couverture de silice laineuse et lui injecta une dose du cordial, plus massive que les premières. À peine si, dans la profondeur de son engourdissement, elle eut un faible frisson. Toute la nuit, le planeur fendit les ténèbres étoilées. Le froid étant trop vif, Targ contourna le mont Squelette. 2 heures avant l'aube, les constellations australes apparurent. Le voyageur, avec un battement de cœur, considérait tantôt la croix tracée sur le sud et tantôt cet astre brillant, le plus proche voisin du soleil, dont la lueur ne met que 3 ans pour atteindre la terre. Comme ce ciel devait être beau lorsque des créatures jeunes le considéraient à travers le feuillage des arbres, et plus encore lorsque des nuages argentés mêlaient leurs promesses fécondes aux petites lampes de l'infini. Ah, il n'y aurait plus jamais de nuages. Une lueur fine emperla le levant, puis le soleil montra son disque énorme. L'équatorial des dunes était proche. À travers l'objectif de la lunette aérienne, Targ apercevait parfois, dans l'échancrure des dunes, l'enceinte de bismuth et les demeures d'Arcom ambrées par le matin. Arva dormait toujours, et une nouvelle dose du stimulant ne la réveilla point. Toutefois, sa pâleur était moins livide, les artères frissonnaient faiblement, la peau n'avait plus cette raideur translucide qui suggérait la mort. Elle est hors de danger, s'affirma Targ, et cette certitude soulageait sa peine. Toute sa vigilance se porta sur l'oasis. Il cherchait à apercevoir l'enclave familiale. 2 mamelons la cachaient encore.
Enfin, elle apparut et, de saisissement, Targue tordit le gouvernail du planeur qui plongea brusquement comme un oiseau blessé. L'enclave tout entière, avec ses maisons, ses hangars et ses machines, avait disparu.